tous, merci de nous rejoindre. Nous allons, dans cette conférence, réfléchir, discuter autour du Japon. Alors le Japon est un pays qui fascine l'Europe, surtout la France, depuis plus d'un siècle maintenant, un siècle et demi presque. Et nous avons rassemblé trois personnalités de l'univers du design, de l'architecture, toutes formidables. Alors, en partant de ma droite tout au bout, nous avons José Lévy. Vous êtes artiste, pluridisciplinaire, designer. Vous connaissez bien le Japon parce que vous avez été résident à la Villa Kujoyama à Kyoto. Vous avez développé plusieurs projets avec eux. Et vous êtes aussi actuellement le directeur de création du Pavillon France à l'Exposition universelle d'Osaka. Merci d'être avec nous. Merci. Ensuite, Gwenaël Nicolas. Alors, vous êtes designer et vous êtes fondateur d'une agence qui s'appelle Curiosity, qui est basée à Tokyo et que vous avez fondée il y a 30 ans. Merci. Merci. Alors, ça va être intéressant d'avoir votre point de vue parce que comme vous m'avez raconté quand on en a discuté avant, vous êtes parti à Tokyo pour 15 jours de vacances et en fait, il n'est jamais revenu. Denis Montel, vous êtes architecte, directeur général et directeur artistique de l'agence RDAI, qui est une agence importante, qui travaille pour de très très beaux clients, notamment Hermès, et qui travaille dans le monde entier. Et vous aussi, le Japon fait partie des pays qui vous inspirent. Oui. Alors, le Japon, quand on en parle aujourd'hui, ce qui vient à l'esprit, ce sont des images artistiques, des images historiques, des images de modernité aussi, de villes tentaculaires. C'est synonyme de design, d'esthétique, d'audace créative. Un siècle après le japonisme, on continue à avoir une influence qui est absolument colossale dans nos univers au sens large. Ça nourrit les imaginaires des créatifs et la grande question, c'est fantasme ou réalité? Alors, première question. On est durant l'année de l'exposition universelle d'Osaka. On a tous entendu beaucoup parler et donc les regards se tournent de nouveau vers ce pays. Dans l'univers du design et de l'esthétique, comment expliquer la fascination que ce pays continue de susciter en France? Qui veut se lancer? Moi, je me suis rendu compte très vite qu'en fait, il y a quelque chose d'assez mystérieux. C'est que je ne connais aucun artiste ou pas français qui n'aime pas le Japon. Que ce soit depuis les animés ou les mangas jusqu'à un certain raffinement des gens dont vous parlez tout à l'heure pour l'architecture. C'est très étrange, mais ça fait une sorte d'unanimité absolue et c'est très rare. Ça doit exister, bien sûr, mais c'est très rare de voir quelqu'un qui n'aime pas le Japon. Donc, j'aime bien l'idée de cette part de mystère, mais qui est une réalité. Denis, Gwenaël? Le Japon, c'est un pays qui est fascinant parce qu'il a réussi à combiner trois éléments importants. C'est le passé, le présent et le futur, qui existent en même temps. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la société japonaise, on peut la définir suivant le regard comme quelque chose de très traditionnel, de très contemporaine ou de très futuristique. Je crois qu'il n'y a aucun pays dans le monde aujourd'hui, à part peut-être la Chine qui commence à qui a cette dynamique, d'avoir un pays qui vit à différentes époques en même moment. Donc je pense que quand tu as l'expo d'Osaka, c'est assez évident. On a le cercle de Fujimoto qui est traditionnel, quelque part en bois. Et à côté, on a les pavillons japonais qui sont extrêmement futuristiques. Donc on a vraiment ces extrêmes au même moment. Donc le Japon vit vraiment sur cette tension. Et c'est ça qui est fascinant. Et le futur japonais, en fait, évolue continuellement. Donc on est continuellement fasciné par cette évolution. Et c'est quelque chose qui est assez incroyable. Denis, vous avez éprouvé le même sentiment devant le Japon? De fascination. Oui, je pense. Et pourquoi? Je pense que c'est un pays qui a été découvert tardivement. On parlait du japonisme, point de départ de la rencontre avec la culture japonaise en Occident, et particulièrement en France. C'est finalement relativement nouveau. Et en fait, c'est une découverte d'une culture assez charismatique et très, très particulière, dans le sens où parfois on dit que le Japon, c'est un peu le miroir de l'Occident. C'est-à-dire que c'est à la fois
très, très, très dépaysant. C'est la notion du lointain, d'être très loin, et en même temps de trouver beaucoup de choses familières. Il y a ce paradoxe qui est assez fascinant. Le japonisme, à la fin du Xe siècle, a une influence considérable sur les arts occidentaux, notamment français. Est-ce que vous avez l'impression que cet amour, cette fascination qu'on peut avoir dans le monde occidental, notamment français, mais occidental, elle est constante depuis un siècle et demi bientôt, ou est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne par cycle? Moi, j'ai l'impression que ça augmente. J'ai l'impression que l'idée du Japon à travers le monde est quelque chose qui se développe. Et d'ailleurs, le nombre de touristes au Japon commence un petit peu à effrayer les Japonais. Alors évidemment, c'est plutôt centré autour des capitales, mais malgré tout, il y a cette idée, effectivement, il ne faut pas oublier qu'on est sur une île, une archipel, et il y a ce sentiment... qui n'a jamais été envahi. Pardon ? Qui n'a jamais été envahi, d'ailleurs. Oui. Et je reviens un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi cette idée assez forte de la tradition. L'idée de la tradition au Japon, elle est beaucoup plus prégnante, je pense, que le futurisme. Souvent, on parle un peu rapidement de tradition, de modernité, très bien. Je pense que l'idée de la tradition, elle est incroyablement présente et même ancrée, parfois un peu beaucoup au Japon. Tradition, mais quand on habite au Japon, on a vraiment l'impression que ce qui est paradoxal au Japon, c'est que le pays peut disparaître demain par l'earthquake, les volcans, les tsunamis. Et en fait, c'est ça qui donne la dynamique à cette culture, qui avance en fait très très vite et qui, malgré cette possibilité, se projette dans le futur continuellement. Et le passé est considéré comme un asset qui est là, mais qui n'est juste qu'une inspiration pour le futur. Donc c'est pas, je pense on voit souvent en tant qu'étranger comme quelque chose qui est à protéger dans les musées, mais en fait c'est juste pour les Japonais, c'est une évolution continuelle. Et donc il y a ce terme japonais où c'est vraiment l'évolution continuelle. On ne s'arrête jamais. Et donc la technologie, en fait, on parle beaucoup de craftsmanship, mais le craftsmanship aussi, ce sont les technologies contemporaines, beaucoup plus que la tradition. En fait, la nouvelle tradition japonaise, c'est vraiment la technologie. Le Japon de demain n'existera que par la technologie, pas par la tradition. Et si la technologie ne se développe pas au Japon, le pays va disparaître. Et ça, ils l'ont bien compris. Et ça avance très très vite maintenant. C'est la nouvelle tradition, c'est de conquérir le monde par la technologie. Et c'est déjà en marche. Denis, dans les inspirations que vous avez données, c'est intéressant, il y a énormément d'objets technologiques. Vous avez choisi, je pense au Walkman d'hier, voilà. Et il y a aussi beaucoup de bâtiments de construction qui ont des lignes extrêmement futuristes, même si certains datent peut-être des années 60, 70. Est-ce que c'est surtout cet aspect-là qui vous semble marquant ? En fait, en réfléchissant un petit peu au sujet, en préparant un petit peu quelques notes, je me suis rejeté en fait à la fin de mes études. Et j'étais à l'époque, je rêvais de m'habiller en Yamamoto. Avant ça, quand j'étais ado, je rêvais d'avoir un Walkman Sony. C'était une perle rare. Donc il y a déjà beaucoup de choses. Je ne connaissais pas le Japon. C'était très très loin, mais j'étais déjà dans une espèce de consommateur d'objets japonais. D'objets et de l'imaginaire. Et surtout d'imaginaire. Pour revenir sur le sujet des vagues de tendance, je pense que l'architecture dans les années 70 est extraordinaire au Japon, avec les Olympiques. Il y a l'architecture métabolisme où il y a vraiment une projection. Vous avez des photos d'ailleurs des bâtiments qui sont vraiment une vision du futur, c'est absolument extraordinaire. Les années 80, c'est plus la mode, avec Issey Miyake, comme des garçons, Yohji Yamamoto, qui ont apporté cette influence. Et après, il y a le design qui est venu vraiment, avec Fukuzawa-san, qui ont vraiment envahi, pas seulement le Japon, mais on en voit des exemples là. Exactement, la scène milanaise, il y a ces influences. Et maintenant, quelle serait la prochaine vague ? C'est intéressant de savoir. Il y a une vague très très importante qui sont les animés, les mangas.
qui sont une explosion mondiale absolue et qui ont donné comme ça une aura aux jeunes générations. Mais particulièrement en France. Particulièrement en France, oui, avec le grand succès de Japan Expo. Oui. C'est quelque chose. Oui, c'est assez fascinant. Je crois que c'est je crois qu'il y a plus de 40 millions de mangas vendus chaque année en France. Donc il y a un Français sur deux qui possède un manga en fait. Et surtout, ça a aussi démocratisé, parce que tout ce dont on a parlé précédemment, c'était quand même une sorte de raffinement quand même, qui n'était pas forcément accessible à un grand nombre. Et il y a aussi quelque chose au Japon dont on ne parle pas beaucoup, qui est assez étonnant, c'est tout ce qui se passe depuis très très longtemps au niveau de la télévision. La télévision japonaise a une sorte de liberté et qui peut aller jusqu'à des choses extrêmement triviales. Trash. Comment ? Trash. Trash. Moi, je me souviens quand j'allais et que je voyais des émissions, enfin là, on est en fin 90, et que je voyais à la télévision des émissions de télévision où les gens se faisaient humilier, il y avait des choses très très trash autour vraiment de choses vraiment assez grasses. Je disais, mais jamais ça n'arrivera dans nos contrées. Bon, aujourd'hui, ça arrive évidemment dans nos contrées depuis très longtemps, mais c'est quelque chose qui était presque naturel. Ce côté, on n'en parle pas beaucoup par rapport au Japon. On parle surtout de choses très raffinées, très élégantes, qui sont réelles. Parce que cette idée de la tradition, elle est ancrée chez tous les Japonais. Même un simple café où on vend... Tout va être extrêmement précis, raffiné. Ça, c'est vrai aussi. Mais il y a aussi ce côté très gras dont on ne parle pas beaucoup. L'alcool aussi, c'est quelque chose de très important au Japon. Et voilà, enfin bon, tout ce côté-là qui est aussi intéressant à prendre en compte, et pas simplement la beauté, la tradition, l'excellence, qui sont des réalités, mais c'est aussi contrebalancé par quelque chose qui est peut-être plus visible chez Japan Expo, dont je parlais tout à l'heure, où voilà, vous avez effectivement tous les gamins qui débarquent ultra déguisés, et là, il y a une porte ouverte sur des plus côté gras dont je parlais tout à l'heure. Parce que le Japon, c'est un pays des extrêmes quand même. Et donc, on voit toujours, comme tu disais, une partie de ce qui se passe, mais il faut toujours regarder à l'opposé. Quelle est la contre-culture ou l'opposé d'une évidence? Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'est ce contraste entre les deux qui crée vraiment la qualité des deux extrêmes. On aurait pu parler de la nourriture aussi, parce que c'est quand même très très étonnant que le monde des sushis et des poissons crus ait quand même envahi le monde. Je ne sais pas si on avait demandé dans les années 60, 70 à des gens s'ils avaient envie de manger du poisson cru qui serait là depuis une journée préparé le matin. Je pense qu'il y aurait très peu de monde qui aurait dit oui. Et là, aujourd'hui, c'est devenu presque un basique absolu de la cuisine internationale. Donc c'est quand même assez surprenant, cette force comme ça de cette île archipel à tout d'un coup apporter ce goût dans le monde entier, à plein d'endroits. Maintenant, les Bretons, ils mangent des algues. C'est dire. Vraiment. Non, mais ils en mangeaient avant déjà. Il n'y avait rien d'autre, c'est pour ça. Souvent, on parle du Japon comme un phénomène au sens large, et ça fait suite à ce que vous venez de dire. Est-ce que finalement, la vision que nous avons en Occident du Japon n'est pas une vision qui est relativement finalement circonscrite à ces mégalopoles, Tokyo, Kyoto, Osaka. Et lorsqu'on sort des mégalopoles, souvent c'est un Japon très 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 différent. C'est un pays qui est relativement grand, enfin c'est une île. Et tu disais tout à l'heure que ça n'a jamais été colonisé. C'est le seul pays au monde, je crois, qui n'a pas été colonisé par d'autres cultures. Donc au-delà des mégalopoles, en fait, je pense qu'il y a des points communs qu'on retrouve, notamment dans l'art de vivre. Donc, tu disais, José, un simple café et on tombe sur des objets sublimes. Le rapport au raffinement, à la tradition, il est constant, il est partout. Les villes elles cristallisent une énorme modernité. Et notamment, une des caractéristiques des villes japonaises, c'est la cohabitation des contraires. On dit souvent que ce sont des villes chaotiques. Tokyo est un peu l'exemple de Blade Runner, de la ville chaotique. Mais en fait, c'est pas du tout chaotique, c'est beaucoup plus organisé qu'on pense. Et c'est surtout complètement admis dans la culture. Les objets cohabitent les uns avec les autres. Et c'est complètement convenu. L'harmonie ne vient pas d'une composition stricte, elle vient de l'assemblage de différents éléments.
Et on retrouve ces phénomènes dans d'autres villes. Est-ce à dire que l'esthétique japonaise, ou ce qu'on nomme l'esthétique, n'est pas la même notion qu'au Japon? Nous, on a une vision complètement séquentielle du Japon. Donc, il faut vraiment habiter là-bas, mais il y a un contraste incroyable entre le pays et les grandes cités. C'est-à-dire que dans certains endroits, le temps s'est complètement arrêté, mais c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que ce sont des musées en live. Et il y a un mois, j'étais dans le sud du Japon et c'est incroyable. On pourrait faire un film de samouraï demain sans enlever une étiquette. C'est hallucinant. Mais c'est bien d'un côté parce qu'en étant... Il y a énormément d'étrangers qui voyagent ces villes, mais il n'y a plus de Japonais. C'est paradoxal. C'est envahi c'est devenu un Disneyland pour la découverte du Japon. Et c'est paradoxal. Alors que, par contre, les grandes villes, c'est plus du tout le Japon. C'est une vision du Japon qui a évolué. Enfin, c'est une dichotomie totale entre les deux. Et il y a une chose dont on parle pas souvent, c'est effectivement la montagne, la neige, le froid. Et ça, moi, j'ai eu la chance d'organiser un reportage photo. Je suis parti tout seul faire des photos pour un magazine français. Dans la neige, la montagne, vraiment dans des régions. Et c'était incroyable. J'avais l'impression d'être complètement dans un autre monde. Parce que, comme ce que tu disais tout à l'heure, il n'y avait absolument aucun occidental. Et c'était ultra dépaysant. Et c'est merveilleux d'arriver à ce que le voyage soit vraiment très, très dépaysant. Et là, c'était vraiment énorme. Et je pense qu'ils avaient rarement vu des occidentaux. Et c'était merveilleux. Mais il n'y avait effectivement aucun occidentaux. La beauté était folle. Et on retrouve ces deux paramètres. Il y a cette rigueur incroyable qu'on peut trouver dans les petits cafés, vraiment ça. Mais parfois, on regarde backstage dans les cuisines et c'est un boxon pas possible. Mais on ne parle pas de ça. Mais c'est assez fou de voir parfois les deux cohabiter de façon très, très naturelle. Il y a aussi, on parle de... En fait, il y a beaucoup de paradoxes et de complémentarité. Il y a des paysages merveilleux, il y a des villes complètement abandonnées ou figées. Mais il y a aussi ce qui m'a souvent choqué en voyageant, c'est le patrimoine industriel abandonné. Il y a des paysages merveilleux de beauté, mais d'autres qui sont terrifiques. Des ensembles industriels complètement rouillés, qui s'arrêtent dans le temps. Des côtes qui sont... On ne sait pas où on est, en fait. Abandonné. Abandonné. J'ai eu l'occasion de passer quelques jours dans une ville qui est une grande ville portuaire. Toute la ville est rouillée. Tous les bateaux sont abandonnés depuis, j'imagine, plus de 50 ans. Et c'est à la fois sublime et terrible. Il y a des endroits du Japon, en fait, paradoxalement, qui sont revival, remis en mouvement, grâce à la culture, grâce à l'architecture en particulier. Par exemple, M. Kuma, Kengo Kuma, dans les années 80, quand l'économie a disparu au Japon après le bubble, il est allé dans le Japon et c'est là qu'il a fait tous ses projets de rénovation. Et c'est là qu'il a en fait réappris le Japon. Il a redécouvert comment fabriquer des bâtiments en bois, parce que c'est le seul matériau qui était là, qui était available dans la montagne. Disponible. Merci pour la traduction. Et c'est étonnant, quoi. Il a redécouvert le Japon. Et grâce à lui, en fait, les Japonais ont redécouvert leur campagne. Ils ont redécouvert le pays lui-même en disant il n'y a pas que Tokyo, il n'y a pas que Osaka, et il y a une possibilité. Et ça a donné une énergie incroyable dans tout le pays. Donc, il y a, par exemple, à Kanazawa, je sais pas si tu as visité, en milieu de la ville, il y a ce musée, mais c'est au milieu de la ville. Et en plus, c'est incroyable parce qu'ils ont gardé l'échelle des bâtiments qui est autour. Donc, de loin, on n'a pas l'impression que c'est un élément moderne, contemporain. Mais c'est juste un cercle qui entoure 5 bâtiments. Mais c'est hallucinant. Donc, la connexion entre le passé et le futur, à un moment, on définit une époque et c'est absolument incroyable. Et ça s'accélère en plus, beaucoup plus, parce que toutes les régions comprennent, par exemple, Naoshima, c'est pareil, qui était en fait une décharge, l'île c'était une décharge, et ils ont tout nettoyé. Monsieur Tada Ando est venu avec ses murs en béton, et puis il a fait des magnifiques musées. Donc il y a et le monde entier s'y précipite. Et le monde entier.
Il y a tellement de choses à voir en dehors de S'il fait Tokyo. photographier Il aujourd'hui. fait photographier, ok. Justement, vous dites tous que ce qui est paradoxal au Japon, justement, ce sont les paradoxes. C'est le pays du contradictoire, du paradoxe. Et est-ce que c'est ça qui rend le Japon aussi séduisant pour nous? Ou est-ce que c'est la liberté expérimentale? Vous m'en avez parlé, tous les trois, de la liberté expérimentale peut-être plus grande que chez nous, ou peut-être pas. J'ai pas l'impression que ce soit un des traits formidables du Japon, la liberté expérimentale. Je sais pas, moi je pense que c'est plutôt un respect respectueux de la tradition. Et cette tradition, elle peut mener à des gestes contemporains, et voire des gestes futuristes. Mais avant tout, c'est la tradition. D'ailleurs, c'est très amusant quand on voit par exemple dans des lieux qui sont, par exemple, mettons, un magasin de céramique, vous allez avoir la section, on va dire, classique, traditionnelle, et à côté, vous pouvez avoir la version contemporaine. Mais en tant qu'occidental, vous ne voyez pas la différence. C'est vraiment des choses assez simples. Mais le simple fait d'avoir changé peut-être une petite courbe, ce qui pourrait être un petit peu simple et pas assez, justement, pour être dans une section contemporaine, au Japon, va être considéré comme quelque chose. Donc chaque geste, effectivement, est ça. Donc l'expérimentation, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment... voilà. Mais je crois que l'expérimentation, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas, cette hypermodernité est jumelée à la notion de paradoxe. Elle vient de la tradition, en fait, parce qu'en fait, au-delà de la tradition, c'est la constance de la tradition, je crois, qui motive à l'expérience. Enfin, toute forme d'expérience, même les plus ultimes, elles sont portées par un socle. C'est hyper rassurant. Donc ça autorise, je crois, une forme d'extrémisme qui est peut-être assez caractéristique. Parce que quand on se promène même dans les rues à Tokyo, ça peut arriver d'avoir des maisons relativement simples et tout à coup une espèce d'ovni architectural qui est posé là. Chez nous, essayer de faire ça dans une commune classique française, ça va être quand même très très compliqué sur le permis de construire. On attaque l'histoire de la France là parce que ça va être quelque chose. Au-delà des Effectivement, autorisés France. ou pas, c'est pas harmonieux, on va dire, dans une culture occidentale. Je pense que c'est beaucoup plus harmonieux dans la culture japonaise. Je pense que tout le monde a cette notion de la beauté, ce qui est très, 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 très différent, effectivement, de la France ou d'autres pays. Il y a cette notion de la tradition, notion de la beauté. Tout à l'heure, quand on appuyait sur le fait que, enfin, je sais pas, on ne met pas une table n'importe comment, Non. on ne met pas une assiette n'importe comment. Même dans une petite pizzeria, il y a peut-être une notion d'esthétique. Ah oui, non, mais ça, c'est ancré dans... C'est cette idée de la rigueur pour tout le monde. Et ce qui est assez particulier aussi, c'est que cette notion qu'on retrouve partout, peut-être une différence notable, c'est que le raffinement, le sens de la beauté, du détail, dans la culture occidentale, c'est réservé à une partie de la société. C'est pas populaire. Au Japon, c'est populaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, peu importe la classe. C'est même universel. Ce rapport est le même, oui. C'est un élément de la vie quotidienne, peu importe d'où on vienne, c'est intégré. Oui, c'est exactement ça, c'est tout le monde. Le paradoxe du Japon, l'esthétique du Japon, c'est tout sauf l'équilibre en fait. C'est-à-dire qu'on imagine tout doux l'équilibre entre les éléments, mais par exemple, d'où la cérémonie du thé. Okay. Donc dans les années, il y a 500 ans, quand c'était, il ne fallait pas que deux objets se ressemblent, que deux couleurs soient similaires. Donc par exemple, il y avait toujours un objet qui était très luxueux, qui était en général qui venait de Chine, parce qu'à l'époque, la céramique était beaucoup plus avancée. Et tous les éléments qui étaient autour, c'était des éléments de la vie de tous les jours, qui étaient empruntés à la vie de tous les jours, réinterprétés. Et en fait, le Japon, c'est ce contraste entre tous les éléments. Rien ne doit être similaire. C'est-à-dire que la valeur d'un objet est considérée par rapport à son contraste à l'objet qui est associé. Donc l'architecture, c'est pareil. Donc il n'y a pas de choix, en fait. Est-ce que ça, c'est un équilibre, un autre? Tout est jugé entre l'équilibre en tous les éléments. Donc ça veut dire que nous, en France, on parle toujours d'évolution. Il y a une époque, il y a une deuxième époque, troisième époque. Il n'y a pas d'époque au Japon. C'est-à-dire que tout c'est pas linéaire, c'est par strates. C'est-à-dire toute l'histoire existe au même moment. Quelque chose de contemporain. Par exemple, on peut voir à Osaka, dans la rue, une femme qui va porter un kimono qui a 250 ans, magnifique de l'époque Heian, okay, avec des glasses goggles en 3 dimensions.
ça va surprendre personne. Si à Saint-Germain ou dans le Marais, on voit quelqu'un en habit Louis XIV, avec des trucs beaux Apple, on va Ça se peut poser des surprendre. questions. Ça, c'est le Japon. Ouais, Et- c'est vrai que ce rapport au temps, il est vraiment très très différent. C'est-à-dire que je pense que pour nous, les notions de temps ou d'époque, elles remplacent celles d'avant. Elle est Et linéaire. au Exactement, Japon, c'est un choix. On détruit- elles ouais. s'accumulent. Et puis il y a un rapport à la civilité aussi au Japon, très très important, qui correspond à tout ce dont on est en train de parler. Le respect des choses, le respect de l'autre. Donc c'est même visible quand vous arrêtez quelqu'un dans la rue pour lui demander votre chemin, il peut être absolument terrifié d'être arrêté par un occidental parce que il a peur, il n'a Ouais. pas le temps, il ne parle pas anglais, tout ça. Malgré tout, il se doit de vous aider et de vous renseigner et de vous accompagner parfois même et d'arrêter son chemin. C'est des Même choses s'il que, ne sait pas finalement où même vous s'il ne allez. sait pas, moi je me suis fait bousculer 2 fois par une dame, je voyais qu'elle arrivait vers moi et elle comprenait que j'allais, elle m'a bousculé pour imaginer que je ne l'avais pas vue, elle ne m'avait pas vu. Donc c'est des choses assez qui vont jusque-là parce que c'est terrifiant parfois pour beaucoup de Japonais de parler à un occidental. Mais ils se doivent. Moi, mes idoles, c'est les gens dans le métro qui renseignent. Ils sont incroyables. Ils sont extrêmement précis, ils vous donnent des informations c'est incroyable. Mais ça, c'est quelque chose. Enfin, moi, je ne connais pas dans d'autres pays ce rapport à l'autre. C'est étonnant. À titre personnel, tous les trois, alors vous, Gwenel, c'est particulier, la question est particulière pour vous parce que vous y vivez, mais qu'est-ce que vous inspire le design japonais et est-ce que c'est une source d'inspiration essentielle à laquelle vous vous référez souvent de manière consciente ou même inconsciente? Moi, c'est toujours inconscient. Toujours inconscient parce que je ne fais pas les choses de façon consciente. Quand je réfléchis à un projet, c'est toujours de façon extrêmement inconsciente et pour autant, ça c'est la première étape. Mais il y a toujours un trait de Japon dans ce que je dessine, que je veuille ou pas. Et c'est dû à votre passage de vie à Kyoto. Non, c'était bien avant. J'ai eu une histoire qui a été baignée par le Japon très tôt dans ma vie personnelle. Mon grand-père avait une entreprise d'arts martiaux et collectionnait de l'art japonais. Et donc très très petit, j'ai été baigné dans ses collections sur un mode très très intime. En plus, il fabriquait des tatamis qui sont devenus les tatamis officiels pendant 40 ans des Jeux Olympiques. Donc tout ça a été très naturel. Après, j'ai eu un autre passage, je suis allé au Japon, donc c'était encore différent avec la mode. Et après, je suis allé effectivement à la Villa Kujiyama où j'ai fait plusieurs projets. Voilà. Donc ça s'est fait de façon très très naturelle. Mais de vous dire que je fais référence au Japon en dessinant quoi que ce soit, non, certainement pas. Mais c'est quelque chose qui est ancré en moi. Oui. L'esthétique, bien sûr, mais fondamentalement, c'est la définition de l'intention du projet. C'est-à-dire que, pour expliquer ça, lorsque on imagine un lac ou une flaque d'eau et on lance une pierre dans le lac, ok. Donc il y a le japonais, il va regarder the ripple on the water. Vous pouvez traduire les effets sur l'eau de la. Voilà, ok. Les ronds Voilà. dans l'eau, les échos. Donc l'anglo-saxonne, il va demander qu'est-ce qu'on a jeté dans l'eau. Okay, et le français va demander pourquoi on a jeté la pierre. Donc en fait, ça définit à la base pourquoi on crée quelque chose, comment on va l'expliquer. Par exemple, ça c'est un flacon de parfum que j'ai dessiné. Et c'est un flacon qui est dessiné par une goutte d'eau. En fait, j'ai imaginé, vous savez, l'Odyssée. Enfin, j'ai travaillé pour M. Miyake, j'étais obsédé par Fantastique. Et je me suis dit, comment représenter un flacon avec une goutte d'eau? Donc en fait, c'est dessiné, il n'y a pas de forme, c'est un moment. C'est un moment qui est cristallisé par la forme de ce flacon. Donc c'est ça l'inspiration, en fait. C'est juste comment exprimer l'intention sans ne rien faire. C'est enlever tout ce qui est folklorique, culturel quelque part, et connecter le moment avec la perception de la personne qui va découvrir la pièce. Donc c'est ça l'influence du Japon. Et vous, Denis, c'est aussi une source d'inspiration? Ça l'est, oui. Alors peut-être plus consciemment que José. Ça l'est parce que je pense que ça fait partie de ma culture. Mes études d'architecture ont été assez marquées par des rencontres avec plusieurs mouvements, notamment le métabolisme que j'ai découvert
qui était un mouvement assez extrême, comme à la même époque en Europe, Archigram s'exprimait en Angleterre. Il y avait... Ça marche, oui. Super Studio en Italie aussi explorait des architectures radicales. Et au Japon, les métabolistes, en fait, étaient une autre vision de l'architecture qui était digérée du modernisme et qui ont beaucoup d'influence sur les générations futures. Sama existe parce que la culture métaboliste, Ishigami existe aussi. Avant, c'était Maki. C'était toute une succession de générations. Donc j'ai été très inspiré par tout ce mouvement et par ce qu'il est devenu plus tard. Mais c'est une inspiration, entre autres. J'ai découvert le Japon il y a 25 ans. C'était une révélation. J'y travaille depuis. Et je dirais que beaucoup d'éléments sont des sources d'inspiration. Je travaille beaucoup d'entreprises, beaucoup d'artisans japonais. Et donc, c'est une inspiration constante. Alors, je ne sais pas si ça l'est quand je dessine, mais je pense que l'accumulation Ça se sent. des choses Ça se sent. font que c'est une imprégnation. C'est un socle, on va dire, un socle de culture. Pour moi, la grande découverte au Japon, en fait, pour la création, c'était la lumière. C'était quelque chose que... Enfin, moi, j'ai fait des études d'architecture comme tout le monde, d'architecture intérieure. Et en allant au Japon, j'ai découvert la lumière. Que la lumière ne servait pas à éclairer les objets ou à éclairer les espaces, mais soit à les mettre en valeur ou à les faire disparaître. Par exemple, la lumière indirecte, les transparences dans les maisons japonaises, enfin, d'avoir des murs de pierre qui sont lumineux. Je me souviens être arrivé devant un mur dans une boutique, mais elle vient d'où la lumière? Je regarde, il n'y avait aucun spot, c'était la lumière indirecte. Enfin, à 30 ans, c'était pas... aussi commun, c'était hallucinant. Je crois qu'il y a même au Japon un terme pour désigner les ombres faites par la lumière sur le mur et qui peuvent être considérées comme presque de l'art en tant que tel. Non, mais il y a 30 mots pour décrire la lumière. Hein. Oui. Il y en a 150 pour décrire la pluie. Il y en a un très joli pour décrire la lumière qui passe à travers les arbres. Ouais. Le Ça dépend parce Kuromebi. qu'il y a un mot quand elle bouge et quand elle bouge pas. Donc, D'ailleurs, c'était assez amusant de parler des mots et des concepts japonais qui ne sont pas des mots, c'est intraduisible. Des mots qui décrivent la lumière, des mots qui décrivent des moments, des mots qui décrivent des concepts. C'est intraduisible par un mot, c'est traduisible par une histoire. Une expression. Et quand tu parles de lumière et de l'importance de la lumière, j'ai lu, comme je pense tous les jeunes architectes, un livre qui s'appelle L'éloge de l'ombre de Junichiro. Et en fait, j'ai découvert plus tard que l'ombre avait autant d'importance que bien la sûr. lumière. Ouais. Par exemple, quand on visite un temple à Kyoto, il ne faut jamais le visiter dans une journée où il y a trop de soleil. Parce que par exemple, il y a toute la structure qui est à l'intérieur, donc il y a de la pierre blanche à l'extérieur. La lumière se reflète sur le sol blanc de pierre et éclaire l'intérieur. Et comme il y a tellement de soleil, tout est noir à l'intérieur. Alors que si on le visite avec un temps breton, c'est l'idéal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soleil, et donc on voit toutes les ombres, toutes les subtilités de la structure à l'intérieur du temple ou d'une maison japonaise. Est-ce que tous les trois, vous recommanderiez aujourd'hui encore aux jeunes créatifs, français, européens, occidentaux, d'aller se frotter à la Certainement réalité pas. japonaise? Next question. Alors, je crois qu'on peut parler aussi de l'efficacité des gestes japonais. Ça, c'est assez étonnant. En tant que Français, quand on fait la queue, on fait la tête. Quand on fait la queue au Japon, ça va plus vite qu'un bordel parisien, par exemple. C'est incroyable. L'efficacité à tout endroit. On parlait tout à l'heure, effectivement, d'un simple café. Chaque endroit est absolument réfléchi de façon à ce que l'expérience soit le plus fluide possible, agréable possible pour tout le monde. La personne qui fait le geste, la personne qui reçoit le geste. Pour servir un café, pour rentrer dans les Shinkansen sont les trains les plus incroyables au monde. Oui. Vous faites la queue, ça arrive à l'heure, on repart à l'heure, c'est réglé. Mais si un jeune créateur, entre guillemets, veut être, quel que soit le pays, hein, la Chine, les États-Unis, il ne faut pas être intéressé ni par la culture,
ni par l'architecture. Il faut trouver les gens qui font le moment. C'est-à-dire, si vous allez cette année au Japon, il faut trouver qui fait le Japon aujourd'hui ou qui fait Shanghai aujourd'hui. Et travailler avec ces gens-là parce que c'est eux qui vont vous traduire la culture, qui vont vous introduire dans tout le networking, qui vont vous faire comprendre les subtilités de chaque culture. C'est incompréhensible le Japon. La Chine, c'est incompréhensible. Si vous ne passez pas par cette interface, ce filtre, les cultures européennes sont beaucoup plus faciles à appréhender. Mais autrement, donc il faut vraiment réfléchir à l'endroit, pourquoi vous y allez, qu'est-ce que vous voulez y faire, et surtout mettre votre ego français, dans votre poche et faire tous les boulots qu'on vous propose dans le design. Il faut faire tout, il faut tout essayer, il faut tout apprendre, il faut comprendre le graphisme. Moi, j'ai fait tout, je fais du graphisme, mais c'est fascinant. Il faut tout faire, il faut tout essayer. Et on vous rendez compte que, contrairement à la France, c'est le même métier. Tout ce qu'on vous demande, c'est une idée. Votre opinion et une idée, c'est tout. Même si vous ne savez pas faire, c'est pas grave. Il y aura des gens très intelligents et hyper talentueux qui vont vous aider à réaliser vos projets. Mais si vous avez l'idée, il faut aller avec vos idées et c'est tout. Denis, dans l'agence que vous pilotez, la plupart des jeunes sont frottés au Japon? La plupart, je ne sais pas. Je sais que j'ai dans l'agence un groupe de fanatiques qui passent beaucoup de temps là-bas. Pardon? De nippophiles? Oui, probablement. Quelques Japonais travaillent avec nous aussi. Mais oui, il faut s'y frotter. C'est pour beaucoup de raisons, oui. Il faut s'y frotter. Je dirais, c'est pas non plus. Je dirais que c'est une partie d'une culture. On travaille dans des métiers où la culture américaine nous a influencés, la culture japonaise nous a influencés, la culture indienne peut-être pour certains, d'autres. Et en fait, c'est ce télescopage des cultures qui crée notre propre culture. Le Japon a l'avantage de concentrer beaucoup de thématiques qui parlent peut-être plus à des créatifs. La notion de l'abstraction, de la concentration, la sensibilité, la perfection, jusqu'au bouddhisme presque. La modernité. Donc tout ça sont des mots qui, on va dire, se cristallisent au Japon. Je reviens sur le fait d'aller au Japon pour les créateurs. Il ne faut pas avoir peur d'être surpris, il ne faut pas avoir de roadmap. Il faut se laisser guider. Par exemple, je voulais travailler avec un producteur là-bas, et j'arrive à avoir un rendez-vous avec lui, il me donne mon premier projet. J'étais sur un nuage, il m'a demandé de dessiner un temple bouddhiste. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire que ça, c'est le Japon. Ils ont envie d'avoir votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que notre culture peut évoluer avec l'influence extérieure? C'est pour ça que le Japon n'a jamais été envahi, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, mais c'est le Japon qui a changé le plus dans le monde entier. Les États-Unis n'ont pas changé, nous, on n'a rien changé. Le Japon, c'est tellement évolué par rapport à toutes les influences chinoises, coréennes et françaises aussi. C'est hallucinant. Quelles illusions se fait-on sur le Japon? Que les Japonais sont sensibles au design. C'est vrai, c'est pas négatif, mais on a l'impression, parce qu'on voit toujours cette image, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment une sélection de snapshots, mais la réalité est complètement différente. Le commun des mortels, ils sont étonnés par le design, ils se disent mais c'est fantastique. Et ce qui se passe en France, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe, ils sont pas du tout conscients que leur pays est extraordinaire. C'est ça qui est tellement triste. Ils ne se rendent pas compte de la qualité, du potentiel. Et lorsqu'on le montre, on le révèle, ils disent « Ah oui, c'est pas mal, notre pays est pas mal ». Et c'est vraiment incroyable. Ils ne se rendent pas compte. C'est intégré, c'est comme ça qu'on fait. On parlait tout à l'heure effectivement de cette culture. Elle est intégrée. Ce n'est pas un effort de le faire, ce n'est pas une recherche. C'est à la portée de tous. Parce que c'est comme ça que les gens ont été élevés. Et il y a aussi, je reviens sur l'idée de la civilité. Moi, j'ai passé plus d'un mois pour préparer donc les deux projets pour l'exposition. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas resté aussi longtemps au Japon. Quand je suis rentré en France, j'étais assez surpris par des choses qui
qui me faisait, voilà, et cette incivilité quotidienne que l'on rencontre en France m'a un peu plus surpris, parce que là-bas, non, c'est des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas, même des choses qui nous paraissent absolument, je sais pas, par exemple, manger dans le métro, ça n'existe pas, c'est impossible. Alors, ça pourrait paraître caricatural, ce que tu dis, José, mais c'est une pure réalité. C'est-à-dire que j'ai emmené mon fils quand il avait 12 ans au Japon. On est resté un mois, on s'est baladé, on a fait une dizaine de villes. Et il était frappé par ça. Et il me disait, mais pourquoi il n'y a pas de poubelle dans la rue? Et c'est un grand mystère. Et pourquoi les rues sont-elles si propres, pas sachant qu'il n'y a pas de poubelle? Ça reste un grand mystère. De savoir que les gens ont dans leur sac un sac en plastique pour jeter leurs canettes ou leurs mégots, c'est même pas un sujet, c'est comme ça. C'est assez étonnant. Il y avait une vidéo il y avait une inondation dans le métro à New York et il y avait les jets d'eau brown, enfin sale, merci, qui sortaient. Et quelques semaines plus tard, il y avait la même chose à Tokyo, dans la Tokyo Station, et l'eau était transparente. J'étais un peu étonné, je veux dire, c'est un peu beaucoup de AI là, parce que franchement, c'est pas possible. Et l'eau était transparente, il y avait 30 cm, on voyait encore les lignes jaunes en dessous. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Même les Japonais étaient surpris quand même. Hein. D'accord. Est-ce que finalement, cette idée de Japon épicentre du design, est-ce que, au-delà de l'idée, de la réflexion sur fantasme de réalité, est-ce qu'on pourrait finalement conclure que c'est bien l'épicentre du design, ne serait-ce que parce qu'elle féconde nos imaginaires? Je sais pas, ça féconde beaucoup de choses, mais je crois que c'est très difficile de parler d'épicentre aujourd'hui, où le monde est tellement multiple. Ouais, même si on adore tous le Japon, comme vous avez bien compris. Voilà, faut pas exagérer. Je pense qu'il y a aussi plein d'autres influences possibles. Ouais. Pareil aussi, autant l'épicentre Pékin, Shanghai, non, il n'y a pas d'épicentre, il y a des centres d'intérêt qui rayonnent, bien sûr, plus que d'autres. Mais en plus, c'est des époques, parce que je pense qu'il va se passer des choses en Asie qui vont être extraordinaires dans les 3, 5, 10, 20 années prochaines. C'est fascinant, les choses bougent. Paris. Et c'est ça qui est fascinant. L'épicentre change tout le temps, et c'est ça qui est fascinant. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment le Japon bouge, parce qu'il y a de plus en plus de touristes au Japon. Ce qui n'est pas forcément du goût de tous les Japonais, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont très bien élevés, comme nous tous, qui allons au Japon, mais des gens qui sont un petit peu moins bien élevés, et ça choque beaucoup le Japonais. Les Japonais sont très... Donc pour la première fois, j'ai vu des panneaux, des affiches où on expliquait aux touristes avec des pictos très très clairs qu'il y avait des choses qui se faisaient, des choses qui ne se faisaient pas. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, à mon avis, que ça va être intéressant de voir comment le Japon va recevoir cette masse de touristes qui, de plus en plus, est séduite par le Japon. Je parlais tout à l'heure de Japan Expo. Japan Expo, c'est incroyable parce que c'est plus le côté gras du Japon dont je parlais tout à l'heure que le côté très très raffiné de tous ces gens magnifiques dont on a parlé. C'est encore une autre facette du Japon qui tend à se développer. Donc tous ces gens, effectivement, débarquent de plus en plus au Japon. Et voilà, c'est ça qui va être intéressant à voir comment, effectivement, cet équilibre va se passer. Au profit de qui? On espère du meilleur. Denis? Épicentre ou multicentre ou un de ces multicentres? On est dans un monde polycentrique, multicentrique, qui bouge vite. Il faut aussi savoir ça. Quelque part, c'est un pays vieillissant, le Japon. Donc l'avenir du Japon, en fait, c'est effectivement, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé, mais qui commence à l'être. Est-ce que ça va provoquer des mouvements culturels? C'est un pays qui est vieillissant au sens propre. La population est relativement âgée. Donc, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait parce que, en fait, au Japon, la notion de l'hypermodernité est toujours là. Donc, quelle est la prochaine étape? Est-ce que ça va être encore et toujours un des épicentres? On verra. Je crois qu'il faut regarder le Japon comme un peu un prototype de ce qui va se passer dans le monde entier. Le Japon a 20 ans ou 30 ans, 20 ans, disons, d'avance sur ce qui va passer dans le monde. Les générations qui sont âgées, ça fait déjà 20 ans qu'on en parle au Japon. On le savait, et ça arrive en France, ça arrive partout. Donc, il faut vraiment être curieux sur le Japon, voir ce qui se passe, comment les choses se passent, comment la société évolue, les villes évoluent, et s'en inspirer. Et vraiment
et en profiter, parce que on va pas refaire les bêtises partout, enfin, on est très doué pour ça, mais regardez un peu ce qui se passe politiquement, économiquement, humainement, et puis comment sur les droits des femmes, entre particuliers, qui est un grand problème au Japon, sur le problème, enfin tous ces éléments qui vont évoluer, et je pense qu'il faut vraiment être curieux sur le Japon comme notre futur. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a quelques minutes. Est-ce que l'une d'entre vous a des questions à poser? Non. Bon. Bah, écoutez, merci infiniment de vous avoir... Pas de questions? Pas de questions? Ah si, une question. Merci. Micro, vous m'entendez bien? Très bien. En fait, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi de personnes, on va dire, qui sont depuis 20 ans au Japon, c'est-à-dire qui voyagent, qui font beaucoup d'allers-retours au Japon et qui disent que le Japon, c'est moins le futur qu'avant. Par exemple, pour l'exemple du jeu vidéo, avant, les consoles japonaises, elles arrivaient 2-3 ans après en Europe. Et maintenant, cet écart est réduit. Il y a même maintenant des sorties mondiales maintenant. Et même en termes de technologie, comment dire, l'écart entre... eux, selon leurs observations personnelles, bon, ils sont plusieurs à penser comme ça, mais voilà, vous comprenez l'idée. Est-ce que du coup le Japon maintenant aurait pas pris pas du retard, mais en fait le fait qu'on se soit tous inspirés du premier de la classe, ça fait que comment dire, Est-ce que ça reste le lieu où ça se passe? voilà, exactement, c'est ça. Alors, dans le monde de la vidéo et des jeux vidéo, je vous laisse la parole. Moi aussi, je te passe la parole. Ok, Attendez. je ne suis pas un gamer. Alors, mais moi je non pourrais plus. éventuellement considérer, comprendre de votre question, ce que vous dites n'est pas vrai qu'au Japon. C'est-à-dire que c'est la globalisation en fait qui fait qu'aujourd'hui on a accès en simultané à tout. Et c'est vrai qu'il y a peut-être, si on se projette il y a longtemps, dans les années 80-90, Jadis. avant la globalisation, jadis, la préhistoire, un objet mettait du temps pour se transmettre. Et il devenait extraordinaire parce qu'il était rare. On l'avait vu en photo, mais on ne l'avait pas. Et je prends l'exemple des motos japonaises. Dans les années 60, les motos étaient soit anglaises, soit italiennes. À partir de 70, les Anglais ont périclité, les Italiens n'en vendaient plus, et c'était envahi par Kawasaki, Yamaha, Suzuki. C'était la référence absolue. Mais ça faisait 30 ans que les Japonais faisaient des motos. Mais ils ont mis 30 ans à arriver en Europe. Aujourd'hui, quand un modèle sort à Tokyo, il sort le même jour à Paris, le même jour à Los Angeles, le même jour partout. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup, notamment ce qu'on appelle les chasseurs de tendance, qui travaillent dans l'univers de l'art de vivre ou autre, je sais que ça fait une vingtaine d'années qu'ils vont beaucoup, notamment en Corée du Sud, plus qu'au Japon, pour ce côté extrêmement innovant, etc. Vous parlez, c'est une question intéressante, hein, by the way. Vous parlez surtout du produit grand public, entre guillemets, les jeux, les télévisions, tout ce qu'on voit en fait. Il faut quand même savoir que 85% des LED dans les lampes sont fabriqués au Japon. Que 30% des hélicoptères du monde sont fabriqués au Japon. C'est-à-dire qu'il y a une économie incroyable au Japon, invisible, qui sont développées et grâce à la technologie en fait. Parce que par exemple, vous savez, les Japonais ont perdu la guerre il y a 80 ans. Ils avaient un nombre limité de soldats, de personnes qu'ils devaient utiliser dans l'armée. Donc ils se sont dit, OK, au lieu d'avoir un bateau qui a 350 personnes, on va faire un bateau qui en a 35. Donc ils ont remplacé le facteur humain par la technologie. Mais ça fait déjà 20 ans qu'ils le font, 30 ans. Et là, on arrive à les autres pays commencent à se réveiller sur ce genre de... Et grâce à ça, en fait, toute la technologie sur l'espace, on n'en parle pas du tout. Alors que Honda envoie des satellites dans l'espace, on n'en parle pas. Elon Musk, on en parle tous les quarts d'heure, mais il y a toute une industrie incroyable, invisible au Japon, parce que les Japonais sont très forts pour ne pas communiquer sur ce qu'ils font. Ils n'ont pas vraiment besoin d'en parler.
Et donc, c'est ça qui est incroyable. Mais d'ailleurs, je rebondis par rapport à ta question où les Japonais n'ont pas besoin de parler. Tu parlais de la tendance créative coréenne. Effectivement, il y a un vrai phénomène depuis quelques années d'une expansion de l'hypercréativité coréenne. Et je fais le parallèle avec le fait que les Japonais ne parlent pas d'eux-mêmes. C'est qu'il n'y a pas de soft power au Japon, alors qu'il est très très fort en Corée. Tout à fait. Et ils communiquent beaucoup, ils investissent énormément sur des partenariats publics-privés pour faire parler de la Corée. Ils ne font pas. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, une. Allez-y. Bon, allez. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que il y a une vraie barrière avec le langage au Japon? Et est-ce qu'au final, comprendre le Japon, c'est pas parler japonais? Il y a une vraie barrière, mais elle est évidemment, grâce à tous les outils qu'on a sur son téléphone, elle a tendance à diminuer légèrement. Et ça, c'est une grande différence. Maintenant, psychologiquement, la barrière est toujours présente. Mais c'est vrai que comprendre les mêmes mots assez rapidement, ça aide à effectivement un petit peu la réduire. Totalement. Enfin, par exemple, si vous allez à Hong Kong, tout le monde parle anglais, alors qu'au Japon, il n'y a pas du tout c'est un énorme problème en fait. Donc ça réduit le nombre de personnes avec qui vous pouvez travailler déjà. Donc ça limite certaines catégories en fait qui ne sont pas forcément les gens avec qui vous voudriez travailler. Vous seriez plus curieux de travailler avec quelque chose de plus local entre guillemets. Et c'est un énorme, surtout en dehors de Tokyo ou en dehors d'Osaka où là il y a Mais José a raison. Moi, pour la première fois, j'ai fait un reportage en janvier de cette année au fin fond du Japon, sans fixeur, sans traducteur, uniquement avec le téléphone et Google Translate. Et c'est un autre sujet, un reportage sur une maison où ils font la sauce soja depuis 36 générations. Je pense que les 37e n'auront pas le choix. Et en fait, on a tout fait par Google Translate et on y est arrivé. Et de temps en temps, la traduction, il regardait, il me disait non, ça doit pas être ça. Enfin, je comprenais que c'était pas. Voilà. Moi, de temps en temps, j'avais l'impression que le traducteur basculait sur du guadeloupéen ou de l'antillais. Mais globalement, on y est arrivé. Et c'était vraiment inouï parce que jusque-là, effectivement, j'avais toujours eu ce sentiment de la barrière absolue. Même si, soyons clairs, je pense qu'en tant qu'Occidentaux, jamais on ne comprendra vraiment le Japon. En plus, il y a différents langages. Il y a le langage quotidien et le langage, plus respectueux. Et les femmes parlent d'une certaine manière, les hommes parlent d'une autre manière. Suivant la situation, le contexte, il faut parler de façon différente. Bon, en étant étranger, on peut se laisser un peu aller, mais c'est très codifié. Donc, ça complexifie les choses. Les outils et les Google Translate et tout, ça nous sauve la vie. Mais en fait, je pense que c'est une langue qui, à mon avis, est extrêmement difficile à traduire. Je parlais tout à l'heure de mots qui ne se traduisent pas par un mot, ils se traduisent par une valeur ou par un sens ou par un concept. Donc les traducteurs, ils n'ont pas cette logique. Donc les erreurs de compréhension arrivent. Mais effectivement, c'est compliqué. Non, le mystère sera toujours là. Et d'ailleurs, moi, j'ai une anecdote assez frappante. Je me souviens d'une amie japonaise avec qui je discutais en français, en anglais. Et quand elle s'adressait à des Japonais, elle prenait un autre ton totalement. C'était très troublant de voir qu'elle reprenait les codes japonais qu'elle avait complètement délaissés en parlant et français et anglais. C'est assez troublant. Mais si vous allez au Japon, comme tu disais tout à l'heure, c'est le respect le plus important. C'est pas simplement si on ne parle pas, pardon, c'est l'attitude. Il faut vraiment regarder comment les gens, c'est vraiment fonctionnent les uns avec les autres. L'attitude, qu'on pose les objets, comment les gens parlent, la position. Et en fait, on peut avoir, c'est le respect qui est le plus important. Il faut vraiment regarder, et c'est la première chose. Plus que le langage, c'est le langage du corps qui est plus important que le langage verbal. Moi, si je peux me permettre, j'ai une petite anecdote qui va dans ce sens-là, peut-être pour terminer. La première fois où je suis allé au Japon, c'était il y a 25 ans, et je suis parti avec une délégation, plusieurs architectes français et anglais.
pour travailler sur un projet. Et on venait pour une séance de travail avec une entreprise japonaise. Et la tradition veut que l'équipe japonaise s'installe sur un sens de la table, l'équipe occidentale s'installe de l'autre côté. Et le ton est un peu monté. On a un peu travaillé à la française. On n'était pas d'accord sur certains sujets. Et subitement, une des personnes qui était en face de nous a parlé à l'oreille de l'autre. Tout le monde s'est levé, tout le monde est parti. Donc on était comme une brochette d'imbéciles, tout seul dans la pièce. Un est revenu, il a parlé au responsable de notre groupe, il a expliqué qu'on ne travaillait pas comme ça. Et j'ai appris énormément sur le Japon ce jour-là. Merci infiniment. Je pense on pourrait continuer quelques heures encore. Merci beaucoup à tous d'avoir été là.